Vous êtes sur ITV à Question Directe. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui avec Bakary Samb. Bakary Samb, on le présente presque plus aux Sénégalais. Il est docteur en sciences politiques à l'IEP de Lyon et titulaire d'une maîtrise en études arabes et islamiques à l'Université de Lyon 2. Il est aussi enseignant-chercheur au Centre d'études des religions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il dirige actuellement le Tombouctou Institute, African Center for Peace Studies. C'est un spécialiste de l'islamisme, de l'islam entre autres. Bakary Samb vient de sortir ce livre qui s'appelle Islam au Sénégal, d'où viennent les confréries. Bakary, on a vu le rôle que jouent les confréries au Sénégal par rapport aux crises. Vous faites un livre qui s'appelle D'où viennent les confréries au Sénégal. En fait, pourquoi les confréries ont autant de prégnance dans la vie politique au Sénégal? Merci Alassane et merci de cette invitation si aimable dans cette émission qui éclaire les Sénégalais sur les questions grands enjeux. Et aujourd'hui, je crois que parler des conflits et de leur rôle dans la résolution des crises, c'est en quelque sorte un retour de l'histoire. Je crois que le Sénégal a cette spécificité qui fait que l'islam n'a jamais été un élément, en tout cas un facteur de déstructuration, mais un facteur de cohésion sociale. C'est ça qui fait du Sénégal, comme je le dis souvent, cet îlot de stabilité dans l'océan d'instabilité qu'est la sous-région. Et que je pense qu'aujourd'hui, au regard du rôle très important, au regard de leur fonction sociale, de médiation, de résolution de crise, était important pour moi, pour les jeunes Sénégalais, pour ceux qui s'intéressent aux faits islamiques au Sénégal, d'avoir un ouvrage de base qui explique d'où viennent les confréries, quel est leur itinéraire et où vont aussi les confréries. Je pense que c'était très important pour nous d'écrire cet ouvrage de vulgarisation à destination de notre jeunesse. Comme je le dis souvent, nous sommes dans un monde libéralisé où circulent plein d'offres spirituelles, économiques, politiques. Si notre offre, nous, d'islam, de paix, de cohésion sociale, n'est pas positionnée sur ce vaste marché de biens symboliques, eh bien nos enfants risquent de consommer d'autres offres, comme on le voit dans les pays qui nous entourent. Justement, le Sénégal est assez singulier sur ce point bien précis avec les confréries. C'est un des rares pays en Afrique. On voit des confréries aussi structurées qui jouent un rôle important. Mais on voit des tentatives de sabotage, de déstructuration des contestations. Il est vrai. Il est vrai que les confréries, et puis dans leur itinéraire, sont nées dans le monde arabe, au Maghreb comme au Machrek, mais dans ces zones géographiques, elles ont perdu leur influence. Au Sénégal, le Sénégal reste un des bastions très importants du soufisme, avec un soufisme vivant, spirituellement, économiquement, socialement. C'est vrai que ce phénomène dont vous parlez d'attaque contre les confréries n'est pas récent. Ça date déjà des années 50 avec les premiers mouvements islamiques, mais aussi dans les années 78 et jusqu'à présent. Je crois que le Sénégal n'est pas en dehors de ce climat délétère de compétition de modèles religieux entre les autres modèles comme le salafisme ou l'wahhabisme et à côté les confréries qui sont dans le soufisme. Un islam certes contesté par ces courants-là, mais qui s'enracine de plus en plus dans notre pays, malgré la prise de conscience nécessaire sur la préservation de ce modèle quand même, qui nous a garanti, comme on dit très souvent, plus d'un siècle de stabilité. Et je crois que ça va ensemble dans tous ces éléments qui font ce contrat social sénégalais. Les confréries sont une partie intégrante de cet ensemble-là et donc méritent d'être préservés, mieux connus, mieux étudiés, mais aussi mériteraient qu'on y jette un regard prospectif parce que nous ne sommes pas dans un monde aujourd'hui isolé. Les courants voyagent, les idéologies aussi. Et ce modèle-là est vraiment important à préserver. Oui, aux portes du Sénégal, on voit le djihadisme qui s'étend, le Nord Mali aujourd'hui avec ce qui se passe là-bas, au Burkina Faso, jusqu'aux côtes, en Côte d'Ivoire, jusqu'au Bénin, au Togo. On voit des escarmouches de plus en plus, des djihadistes qui veulent imposer leurs lois. Et dans ce contexte bien précis, on voit aussi les pays comme le Mali, le Burkina Faso, s'éloigner de la France, qui était quelque part leur mentor, entre guillemets. On voit le retour de la Russie. Tout récemment, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, était au Mali, était en Mauritanie.
Le Burkina Faso a des velléités de se rapprocher davantage de la Russie. Est-ce que le Sahel est devenu une zone géostratégique des puissances étrangères? Oui, il faut voir ça sur le gros plan. C'est-à-dire que jamais dans l'histoire contemporaine, notre continent n'a jamais été aussi inscrit au cœur des réalités géopolitiques. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue une réalité géopolitique. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'on est sur un tournant historique où le basculement stratégique du continent peut changer la nature des rapports de force au niveau international. Mais revenons sur ce qui se passe dans la sous-région. Je pense que, nous avons parlé du Sénégal tout à l'heure, il faudrait avoir présent à l'esprit une typologie sur laquelle nous travaillons depuis quelques années au sein du Timbuktu Institute, c'est-à-dire que cette typologie mouvante de 3 catégories de pays. Il y a d'abord les pays largement atteints par un phénomène massif de djihadisme, de terrorisme, comme le Mali, le Burkina Faso. Il y a les pays qui sont sous pression sécuritaire, le Niger, le Tchad, des fois, avec Boko Haram et d'autres éléments. Il y a d'autres catégories de pays, c'est la typologie 3 des pays qui peuvent encore développer une approche prospective et préventive. C'est le cas du Sénégal, c'est le cas des pays côtiers. Mais le problème, c'est que quand les pays sont dans cette typologie-là, parfois le travail de prévention n'est pas fait. Soit on est dans le déni politique, ou bien on dit que ce sont des problèmes qui n'existent pas. Je crois que nos pays, le Sénégal, les pays côtiers et d'autres pays comme la Guinée, doivent prendre à bras le corps ce phénomène. Au Sénégal, qui a une prise de conscience de cet état de fait. On a vu récemment le gouvernement même installer un camp militaire à Goudiri, à faire de la prévention. Il y a le Garci qui est là-bas, qui surveille, les douaniers qui sont aussi formés au terrorisme. Je pense qu'il y a une prise de conscience du Sénégal. Récemment, d'ailleurs, il y a un supposé djihadiste qui aurait été tué dans un village frontalier. Et que les populations elles-mêmes semblent avoir pris en charge cette question. Il y a une prise de conscience sénégalaise, progressive, qui change du discours qu'on a connu dans les années 2012, 2013 jusqu'à 2014, après qu'on ait connu ces Sénégalais partis chez Boko Haram, etc. Mais aujourd'hui, je pense que le Sénégal prend à bras le corps cette question. Mais j'aimerais attirer l'attention sur un point précis. Lequel? Il y a dans nos pays francophones une tendance à confondre la prévention de l'extrémisme violent et la lutte contre le terrorisme. Je crois que le Sénégal doit s'inscrire dans une approche mixte. Autant gérer les impératifs sécuritaires, notamment la construction de camps, le renforcement des capacités de nos forces de sécurité et de défense, mais aussi travailler sur la prévention. Parce que la lutte contre le terrorisme, in fine, vise l'élimination des cibles, alors que les cibles peuvent se régénérer si les conditions qui ont conduit au terrorisme n'ont pas disparu. Alors que la prévention de l'extrémisme violent s'adresse aux causes structurelles. Et sur ce point précis, le Sénégal doit travailler sur la résilience. Je sais qu'il y a des initiatives avec le PUMA, PUDC, on essaye de moins en moins de travailler sur comment faire de nos terroirs des terroirs où l'État est quand même présent, etc. Mais ce qui est important, à côté des mesures sécuritaires et de l'installation de camps militaires, il faut travailler sur la résilience interne. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'enjeu pour le Sénégal, ce n'est pas seulement est-ce que les djihadistes vont arriver ou pas, mais est-ce que lorsqu'ils vont arriver potentiellement, ils vont trouver des couveuses locales. C'est-à-dire que est-ce que les populations qu'ils vont trouver sur place seront plus proches de leur idéologie ou bien feront part de leur appartenance à la nation sénégalaise à laquelle elles appartiennent par la provision de services sociaux de base, d'hôpitaux, etc. Parce que très souvent... En termes clairs, il faut développer les régions frontalières, il faut investir de l'argent, il faut lutter contre la pauvreté, contre le chômage, mettre les populations dans l'équité territoriale, qu'elles sentent que l'État s'occupe d'elles, qu'elles soient en équité par rapport à l'emploi. C'est ça qui est l'un des remparts contre les idées qui viennent de l'extérieur. Toutes les études que nous avons faites depuis 2015-2016, d'ailleurs l'étude du PNUD vient de corroborer les résultats de notre étude sur la banlieue d'Akawas, sur Kédougou, etc., en disant qu'il y a une forme de précarité. Parce que très souvent, j'ai dit que les jeunes radicalisés, on pourrait néanmoins, quelle que soit la diversité de leur typologie, les classifier en 2 types. Il y en a qui sont en quête de sens, pour comprendre le monde, etc., dans une forme d'angoisse existentielle, et il y en a qui sont en quête de chance, c'est-à-dire de chance, d'opportunité économique. La quête de sens, la quête de sens et la quête de chance. C'est réussir la formation, c'est réussir aujourd'hui l'instruction, c'est réussir aujourd'hui à amener à les jeunes qu'ils soient beaucoup plus avertis parce qu'ils sont formés.
la quête de chance, c'est de leur donner du travail. Leur C'est donner ça. du travail, les occuper. Parce que, vous savez, quand vous n'occupez pas une jeunesse, elle va vous préoccuper. Et vous savez, les vulnérabilités socio-économiques, toutes ces injustices sont à la base d'une forme de radicalisation. Vous savez, M. Alassane, les groupes terroristes, avec une matrice que nous avons développée, finalement, tous nos résultats nous montrent qu'on pourrait dire que les niches de radicalisation violente se trouvent à l'intersection de trois choses. D'abord, une faible capacité étatique d'inclusion socio-économique, croisée avec des vulnérabilités socio-économiques, croisée avec ce qu'on pourrait appeler des griefs politiques, des injustices. C'est seulement en troisième étage que vient maintenant la capacité des groupes extrémistes à instrumentaliser cela. C'est-à-dire que finalement, on parle même de la religion, mais ce n'est qu'un vernis religieux qu'ils mettent sur des problèmes beaucoup En fait, plus les djihadistes trouvent un terreau fertile sur un place. terreau fertile, exactement, un terreau fertile. Et je pense que les initiatives menées dans l'Est du Sénégal, dans le cadre du PUMA et d'autres programmes, méritent d'être renforcées. Parce que l'enjeu pour nous, ce ne sont pas seulement la construction de camps militaires. Je dis souvent qu'on n'a jamais vu une Kalachnikov tuer une idéologie. Je pense que nous sommes dans des pays où l'achat d'un char de combat vieux modèle coûte plus cher que la construction d'une école. Le capital humain, il faut investir là-dedans pour renforcer la résilience. En plus, nous avons des éléments de résilience avec un islam confrère que nous avons qui est moins présent dans ces zones périphériques. Mais encore qu'il y a tous ces leviers de médiation, que sont les leaders religieux, les chefs traditionnels, etc. Je pense que nous devons capitaliser sur cela pour construire une véritable résilience communautaire à côté des mesures sécuritaires qui sont importantes. C'est ce que j'appelle l'approche mixte. Le Sénégal doit gérer les impératifs sécuritaires et les urgences sécuritaires au regard du voisinage avec le Mali et d'autres pays, mais le Sénégal doit travailler sur le renforcement de la résilience communautaire. Et cette situation est arrivée dans un moment où il y a des doutes de conservation ou bien d'intérêt entre des puissances étrangères. La Russie qui est de plus en plus présente avec le groupe Wagner. Il y a aussi les Français qui veulent chercher comment conserver leur bastion. Et c'est explosif tout ça. Oui, je pense que nous sommes dans une situation hybride, très complexe. Au moment où nous avons ces crises internes, au niveau institutionnel, au niveau politique, mais aussi au niveau sécuritaire, comme le nord du Mali, comme les régions de la province de l'Oudalan, du Soum, quand vous allez vers Djibo, quand vous allez vers toute la province de la Kossi, au Burkina Faso, quand vous allez dans la région de Tillabéri avec Aérou, Tintabaraden, toutes ces zones-là, aujourd'hui sont infestées par ces groupes qui essaient de s'étendre. En même temps, on arrive à un moment où il y a une concurrence, il y a une compétition à l'échelle internationale. La France qui veut garder sa position, mais qui souffre d'un désaveu, d'une jeunesse qui réclame plus de souveraineté, qui réclame une autre Afrique. Parce que l'Afrique est devenue une réalité géopolitique avec une jeunesse qui a grandi ou qui est née après l'indépendance, qui n'a aucune connexion avec le passé colonial. Au même moment, les puissances étrangères comme la France se sont coltinées les élites, soit littéraires qui leur rappellent leur universalité, économiques qui sont la continuité de l'exploitation économique, ou politiques qui sont honnis parfois par ces populations-là. C'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment anti-français, mais je pense qu'au fond, la France a perdu la connexion avec la société réelle. Cette jeunesse des réseaux sociaux, cette jeunesse consciente, la montée de la société civile, et tout cela a surpris pas mal de partenaires. Et aujourd'hui, je pense que très souvent, quand on vous en parle, on vous dit oui, si la France perd du terrain, c'est à cause de la désinformation russe. Je pense que ça, c'est la réponse facile. Si la désinformation russe marche sur des contextes comme les nôtres, culturellement tellement éloignés, ça veut dire qu'il y avait un terreau fertile. Je pense qu'il faut changer de narratif, revisiter ces rapports-là, répondre à cette quête d'une jeunesse qui est complètement tournée vers une souveraineté. Je pense que ça, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que l'Afrique, dans tout ça, c'est pour ça que le Sénégal préside aujourd'hui l'Union africaine, mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits pour que le Sénégal, pour que l'Afrique en général, de manière plus générale, devienne une véritable réalité géopolitique. Le déplacement de Faki et du président Macky Sall vers Poutine montrait, c'était un déclic que, ah tiens, l'Afrique maintenant ne votait plus par suivisme. L'Afrique avait ses propres intérêts. On a conscience que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, si vous n'êtes pas autour de la table, vous êtes dans le menu. Et cette jeunesse-là a assez d'être dans le menu, veut une Afrique qui s'affirme. C'est pour cela que la contestation va à l'encontre de la communauté internationale, mais aussi à l'encontre de nos dirigeants pour leur dire qu'il y a une nouvelle Afrique, il y a une nouvelle prise de conscience et il faut compter avec ces dynamiques. Mais comment faire pour que cette nouvelle Afrique puisse émerger,
parce que c'est légitime que les jeunes Africains réclament beaucoup plus d'indépendance, réclament l'indépendance de leur pays pendant des siècles de colonisation et d'esclavage, mais comment faire aussi en y allant de façon réfléchie, intelligente, en évitant l'anarchie. Absolument. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit dans cette forme de léthargie en disant tout est la faute des autres. Je pense que nous avons quand même des tares dans nos pays. Nous avons la malgouvernance. Nous avons été rudement affectés par les politiques d'ajustement structurel. Ça, ce n'est pas de notre faute qui ont fait que l'État a été complètement affaibli dans les services sociaux de base. Après, on nous a amené les vagues de démocratisation avec des discours contradictoires en promouvant la démocratie ici et en soutenant des dictateurs de l'autre côté. Tout cela fait qu'aujourd'hui, nous devons prendre en compte quelque chose de fondamental. Mais comment y aller en évitant de détruire l'essentiel? Il ne faut pas détruire l'essentiel. Il faut, à partir de ce socle-là, bâtir quelque chose. Déjà accélérer le rythme de l'intégration du continent. On va vers la ZLECAf, on va vers des espaces économiques beaucoup plus ouverts, etc. Je pense que c'est des tendances assez rassurantes. Mais il faudra, avec toutes les richesses, former la population, les jeunes de plus en plus capacités. Et je ne pense pas qu'au Sénégal ou dans d'autres pays, il n'y a pas seulement un problème de chômage, il y a un problème d'employabilité de ces jeunes-là, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de qualification. L'investissement sur le capital humain, c'est fondamental, je pense que c'est très très important, mais aussi la reconquête de tous ces espaces, y compris l'espace numérique, y compris les investissements, en mettant en avant nos intérêts, parce que l'Afrique, nous n'avons plus besoin de faire de l'attraction. Les investisseurs, ceux qui s'intéressent, alors viendront naturellement et ils viendront même en concurrence entre eux. Donc je pense que c'est un moment béni pour le continent si l'on sait prendre en compte nos potentialités, investir sur notre jeunesse, renforcer le capital humain, mais aussi essayer de travailler à résoudre ces conflits en partant des causes structurelles. Aujourd'hui, je vous dis, vous savez quand on dit lutte contre le djihadisme, et on nous parle d'intervention militaire internationale, c'est complètement ignorer la réalité du terrain. Tenez-vous bien, au Burkina Faso, 90% de ce qu'on appelle des djihadistes, ce sont des Burkinabés. Donc, finalement, on va se retrouver à combattre nos propres populations. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une communautarisation progressive du djihadisme avec le djinnim de Iyad Ali qui forge des alliances au nord du Mali, mais qui va s'appuyer sur la Katiba Massina, qui avance au nord du Bénin vers le parc W, mais qui avance au nord du Togo dans la région des savanes, etc., mais aussi du côté même du Ghana, aussi aujourd'hui dans la région de Tamale, et que si on ne fait pas attention, ils vont appliquer le paradigme de Abou Walid al-Sahraoui, qui, après l'intervention Serval, avait dit que la France est venue, on nous a bombardés, mais nous n'avons rien perdu. Maintenant, ce qu'il faut faire pour nous, c'est simplement attendre qu'il y ait des zones d'instabilité, des conflits intercommunautaires. On nous mettra l'habillage islamique, l'habillage religieux, qui fera intervenir des puissances occidentales. Ça va créer des bavures, des frustrations, et nous n'aurons même plus besoin de recruter. C'est exactement ce qui se passe. De plus en plus de voix s'élèvent au Burkina Faso. Au Burkina Faso, dénoncer au Mali, ce qu'ils appellent le génocide Peul. Tous les Peuls sont considérés aujourd'hui en étant dans cette zone-là comme des djihadistes, alors que tous les Peuls ne sont pas des djihadistes. Et il y a aussi des ressentis de plusieurs Peuls par rapport à cette situation aujourd'hui. Au Burkina Faso, lorsque Amadou Koufa, avec son centre Al-Irshad, qu'il a créé à Djibo, a commencé à prêcher. Il commence à recruter chez des couches marginalisées. Il joue aussi des contradictions présentes dans la société Peul, avec les hiérarchies, les castes, les supérieurs, les inférieurs, en valorisant ce qu'on considérait comme inférieur dans la société Peul, en leur donnant un rang supérieur. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement du Burkina Faso a cru que pour combattre le djihadisme, il fallait seulement les militaires. Les militaires ont échoué, ils ont monté ce qu'on appelle des Kogleogo. C'était des groupes de chasseurs, ils ont privatisé la sécurité, aujourd'hui c'est des volontaires de la patrie, etc., en disant à ces gens-là, vous devez combattre les djihadistes. Et en leur faisant croire que djihadiste égale Peul, du coup, vous créez des conflits intercommunautaires entre Peul, Mossi et autres communautés. C'est comme ça qu'on est arrivé à cette communautarisation du djihad. Et on a la même situation au centre du Mali, où c'était des problèmes pastoraux. On a vu aujourd'hui les relations qu'il y a eu entre les Peuls et les Dogons, ils ne sont jamais combattus. Quand vous allez à Bandiagara, quand vous allez à Deguembéré où je suis allé, la grotte qui symbolise la présence de El Hadj Omar Foutiyou Tall, quand même qui était un Peul, est gardée par des Dogons. Et aujourd'hui, on voit que le Tabital Poulagou et le Djina Dogon
font rang ensemble. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème structurel entre les communautés, mais une communautarisation du djihadisme, l'instrumentalisation de ces communautés-là aujourd'hui qui nous amène dans cette situation. Au nord du Togo, quand on commence à lutter contre le terrorisme, on bombarde des troupeaux. Au nord du Bénin, aujourd'hui, ils sont en train de créer une lame de fond, une frustration qui passera par le message culturel d'une appartenance commune, depuis le Nigeria jusqu'à la côte atlantique, qui, à mon avis, si on n'y prend pas garde, va causer ce que j'appelle un nouvel arc de crise qui va embraser la région. Donc, il faudra travailler sur ça, mais nous avons des leviers. Nous avons des leviers de médiation. Et de plus en plus, tout le monde parle du rôle des leaders, en tout cas des légitimités traditionnelles et religieuses dans la résolution des conflits. Les Woronguia dans le centre du Mali, le Moronaba du Burkina Faso, les grands Serigne au Sénégal, le calife des général des Mourides, le calife général des Tidianes. Nous avons récemment d'ailleurs, Seigne Babacar Sy Mansour a été célébré au Togo dans le cadre de la CEDEAO. Nous voyons le rôle important que jouent aujourd'hui nos confréries. On voit aussi dans le cadre de la réponse par rapport à ces idéologies qui enseignent l'intolérance et la violence, les réponses que les communautés confrères commencent à produire. Le complexe culturel chez Amadou Khadim à Touba, qui montre que c'est un grand exemple de formation qui montre que nous n'avons plus besoin d'émigrer d'envoyer nos enfants à d'autres idéologies. Aujourd'hui, on inverse complètement le paradigme de la migration pour le savoir, de sorte que les autres vont venir apprendre en Afrique dans la grande tradition de Tombouctou, de Djenné, de Ouadane, de Chingiti, comme on l'a connu sur notre continent. Donc aujourd'hui, l'université Cheikh Al Khadim qui a été mise en place à Touba a une dimension sous-régionale africaine qui permet aujourd'hui à tous les jeunes Africains de venir se former là-bas, d'avoir un ancrage culturel et culturel beaucoup plus important que celle importée. Je le crois bien et je suis sûr que quand on observe l'ambition qu'ont ceux qui tiennent ce projet, qui sont formés dans les universités, qui sont des recteurs, qui savent gérer des universités, l'ambition, c'est de mettre ce complexe culturel Cheikh Al Khadim comme étant un centre rayonnant, rajoutant au rayonnement du Sénégal dans l'acquisition des savoirs religieux depuis l'université de Pire, qu'on a connu, qui a été brûlée par Pinel-Laprade, et tous ces grands centres, ces foyers ardents pour parler comme Cheikh Hamidou Kane, qui ont enseigné un islam de paix. Et je pense que ce modèle sénégalais-là, non seulement nous devons le valoriser pour le transmettre à nos enfants, mais nous devons en faire un socle de valorisation de nos ressources culturelles endogènes pour montrer que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, le Sénégal vient avec quelque chose de consistant. Souvent, ces gens de centres ne sont pas bien vus par l'influence occidentale. Comment faire justement pour préserver cette université-là par rapport à ces influences occidentales qui, de façon insidieuse, peuvent saboter les projets? Ils ne peuvent pas saboter le projet. Je pense qu'ils vont adhérer au projet. Parce qu'eux-mêmes, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait le prestige du Maroc, qui a tout fait pour exister sous le débat sahélien, alors qu'il n'a pas de pied stratégique dans le Sahel, comme l'Algérie, sa rivale. Le Maroc a développé des centres de formation des imams, avec un islam basé sur un socle de 3 choses, le fiqh malikite, le dogme ash'arite et le tasawwuf sunnite. Ce que nous partageons également avec ce Maroc-là, mais je pense que le Sénégal peut le faire au même titre que le Maroc si autour de ce projet-là, il y a une synergie d'action. Et on voit ce qui se passe. Je me rappelle, dès 2014 quand même, le symposium sur le Mawlid à Tivaouane a été porté sur comment trouver des solutions au radicalisme. Et le président de la République qui parlait à l'époque de réponse doctrinale. Je pense que nous y sommes. Mais cela va au-delà, parce que le sens de cette université, non seulement ça va répondre à la quête du savoir religieux, paisible, avec un islam structuré, mais aussi la formation professionnelle, technologique, pour éviter les frustrations de cette élite qu'on appelle les arabisants, qui ont tout leur rôle à jouer dans ce pays-là. Bakary Samb, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV, à Question Directe, pour parler de la situation sous-régionale et surtout de votre livre qui vient de sortir, qui s'appelle Islam au Sénégal, d'où viennent les confréries. Les confréries au Sénégal sont très importantes dans la stabilité du pays. C'est des confréries qui apaisent, et les Sénégalais croient aux confréries, et nous croyons aux confréries, et nous pensons qu'elles doivent continuer à faire leur rôle d'équidistance avec tous les pouvoirs, et surtout de nous guider vers le bon sens, la quête du sens. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir. Thank you.
Merci.